Juan Branco, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup donc d'avoir accepté de revenir dans cette émission et puis de nous accorder donc cette première interview donc suite à ces événements de l'été dernier. Alors je vous propose justement d'entrer immédiatement dans le vif du sujet et de revenir justement sur ces événements que vous avez vécus ces derniers mois. Donc on le rappelle, vous avez été arrêté le 5 août dernier par les autorités mauritaniennes et livré au Sénégal qui avait émis un mandat d'arrêt à votre encontre. Nous allons donc essayer d'expliquer à ceux qui nous regardent ce soir cette longue histoire. D'abord, pourquoi le Sénégal vous poursuivait-il, Juan Branco? J'ai fait le choix de défendre les hommes sans monde, c'est-à-dire des personnes qui, aujourd'hui, dans notre société, se retrouvent privées non seulement des moyens de production et de conditions de subsistance qui soient correctes, mais également d'un accès à des denrées plus virtuelles comme l'amour, comme la capacité à socialisation, l'amitié, ainsi de suite, qui les détruisent de l'intérieur. Ça m'a amené à défendre les Gilets jaunes pendant de nombreuses années gratuitement, le Convoi de la Liberté, toute une série d'autres mouvements citoyens, Julian Assange avant cela. Et ça m'a amené donc au Sénégal défendre un homme, Ousmane Sonko, qui représente l'espoir d'un peuple qui, à 70%, est composé d'une jeunesse qui est désespérée, qui est dévastée par la mondialisation actuelle et qui s'est retrouvée dans des circonstances où, on le voit, elle doit migrer de façon massive vers l'Europe, de plus en plus vers les États-Unis, avec les débordements que l'on a vus, ou que certains ont vus à New York, par exemple, où la ville n'arrive plus à les accueillir tant ils sont nombreux. Tout cela fruit de systèmes d'exploitation et de pillage extraordinairement violents, tenus par un pouvoir qui lui-même est entre les mains d'un certain nombre d'autres pouvoirs, notamment celui d'Emmanuel Macron, en tant que, évidemment, prolongement de bien d'autres. Et donc on se retrouve dans cette situation où les destins des peuples sénégalais et français sont liés à la fois parce qu'ils se rencontrent factuellement, par les mouvements migratoires qui amènent de plus en plus nombreuses cette jeunesse à la France, mais également parce qu'ils sont chacun pillés par les mêmes maîtres. Les mêmes maîtres s'abattent sur eux, abattent leur violence sur eux et les répriment avec une violence extraordinaire lorsqu'ils essayent de s'émanciper. Ça a été le cas au Sénégal où il y a eu 60 morts depuis mars 2021 dans le cadre de manifestations. Ce sont des tirs à balles réelles qui sont intervenus pour essayer d'empêcher donc cet homme, Ousmane Sonko, qui est connu parce qu'il avait dénoncé un scandale de corruption et qu'il a été radié de la fonction publique à cause de ça et qu'il est rentré en politique pour revendiquer son intégrité. Et bien cet homme que le système, et en particulier la bourgeoisie de Dakar, cherche à battre par tous les moyens, il a trouvé un peuple qui l'accompagne, qui le défend et qui est prêt à sortir, y compris sous la menace des balles, pour défendre ses idées, pour défendre son intégrité, alors même qu'il a été entre-temps accusé de viol, de corruption de la jeunesse, de toute une série en fait de faux éléments dans le seul but d'essayer de détruire sa symbolique. Mais peut-être que le peuple sénégalais est plus mûr que nous, politiquement parlant. Il sait ceux qui sont de son côté. Il sait qu'il doit prendre des risques pour le défendre et le préserver, y compris si cela coûte la vie. En France, nous avons connu quelque chose de très similaire avec les Gilets jaunes, un peu peut-être moins construit, structuré politiquement, avec moins de figures qui permettait de le protéger, de l'incarner et éventuellement de transformer cette révolte en révolution. Mais il y a eu quelque chose de très similaire aussi avec des outils de maintien de l'ordre et aussi extrêmement violents, une répression elle aussi extraordinairement violente. Et donc cette expérience m'a amené de la France au Sénégal, où il y a encore aujourd'hui près de 1500 prisonniers politiques que l'on est chargé de défendre. Et dans ce cadre-là, évidemment, le pouvoir a réagi comme... Voilà, parce qu'on va être précis, si j'en crois la presse, vous y poursuivi pour rien moins que, je cite, attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, séjours irréguliers et outrage à magistrats. D'où viennent toutes ces charges retenues contre vous? Oui, j'encours la perpétuité au Sénégal, comme j'encours de très nombreuses années de prison en France du fait de mon engagement. Et je trouve que dans cette similitude, là encore, il y a une démonstration de la porosité. En France, là, oui, je fais évidemment l'objet de bien des procédures qui cherchent d'une part à essayer de m'éliminer du barreau de Paris parce que j'ai défendu les principaux opposants à Emmanuel Macron, qu'ils soient d'ailleurs de gauche ou de droite. J'étais l'avocat de Jean-Luc Mélenchon, j'étais l'avocat de Christophe Détinger, l'homme qui, en tant que gilet jaune, a dégagé un pont à main nue contre des gendarmes qui s'étaient comportés de façon très correcte d'ailleurs, sans monter en escalade, en comprenant qu'il y avait un rapport de force qui avait été momentanément perdu et qui a été écrasé par la suite de façon extraordinairement violente par la Macronie. J'étais l'avocat évidemment d'autres figures de gilets jaunes assez nombreuses. J'étais évidemment l'avocat de Piotr Pawlenski,
aujourd'hui de personnalités comme Kémy Séba. Donc en fait, vous avez une sorte qu'on veut votre peau, quoi. Et de gens à droite comme Alexandre Juvin-Brunet, comme l'aviateur qui, avec la banderole destitution, s'est retrouvé lui aussi arrêté arbitrairement il y a quelques jours. Donc on représente une menace qui est assez importante. Et je ne le dis pas par fanfaronnade. Encore hier, dans la nuit, alors que je rentrais chez moi, quelqu'un d'une vingtaine d'années m'interrompt de façon assez agressive dans la rue et commence à m'alpaguer en me reprochant un certain nombre de propos que j'aurais tenus en se disant absolument scandalisé par, en gros, mon existence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, c'était la sœur de Gabriel Attal qui m'interpellait de cette façon et qui m'insultait, me menaçait et me disait tu vas voir ce qui va t'arriver, en faisant explicitement référence à des procédures dont je faisais l'objet. Cette fois, c'était le fils d'Agnès Buzyn, un garçon de 20 ans qui visiblement touché, parce que nous avons mis le point et le doigt sur des éléments qui sont particulièrement difficiles à entendre pour eux, mais surtout dangereux. Et c'est là où il faut qu'on ait conscience collectivement de la menace que l'on représente de par la liberté que l'on a acquis, notamment grâce aux réseaux sociaux et cette capacité à contourner temporairement et de façon limitée l'emprise qu'ils avaient sur les médias dans notre pays. Eh bien, cela les touche, je peux vous le dire, très profondément, au point où des membres de leur famille, lorsque vous passez devant eux, ne peuvent pas se retenir de venir vous voir pour vous menacer, vous pointer du doigt et vous dire de faire attention. Donc évidemment que ce qui s'est passé au Sénégal est probablement la pure extension du combat que nous menons en France, non seulement d'un point de vue idéologique, comme je le racontais jusqu'ici, mais tout simplement parce qu'il y a eu utilité et instrumentalisation de ma situation au Sénégal par les autorités françaises pour tenter de m'y faire emprisonner. Rappelez-vous que si j'étais poursuivi au Sénégal, c'est parce que 48 heures avant, le Quai d'Orsay publiquement annonçait qu'il me poursuivait parce que j'avais révélé que des agents français avaient participé à cette répression meurtrière contre le peuple sénégalais. Et il annonçait publiquement demander des poursuites au parquet. La ministre des Affaires étrangères, explicitement, 48 heures après, mandat d'arrêt international émis par le Sénégal contre moi. On voit la logique. Et peut-être paradoxalement, pardon de me faire l'avocat du diable, mais c'est peut-être aussi ces autorités qui ont permis votre libération, non? Et j'ai suffisamment d'expérience, notamment avec ma défense de Julian Assange, mais aussi d'un certain nombre d'autres dissidents et opposants dans des dossiers internationaux, pour savoir comment fonctionnent ces appareils de pouvoir et comment ils utilisent justement ces coopérations internationales pour essayer de se débarrasser dans des pays tiers des personnes qui les mettent en difficulté. Et donc, je me suis rendu au Sénégal, malgré les menaces qui m'avaient été faites. J'ai donné une conférence de presse parce qu'au même moment, au même moment, mon client venait d'être arrêté. Ousmane Sonko, favori pour les élections présidentielles de février 2024, venait d'être arrêté, vous savez pourquoi? Pour vol de téléphone portable. C'est un communiqué de presse du procureur à Dakar qui l'accuse d'être une sorte de Romain Michel qui, à un moment donné, viendrait voler, et pardonnez-moi pour, évidemment, pas stigmatisante, mais dans le sens commun du terme. Aujourd'hui, quelques heures après, face évidemment à la sidération que suscitait ce communiqué, on l'accusait de faits de terrorisme, de complot, d'attentat, exactement les mêmes faits dont j'ai été ensuite accusé. Vous en êtes arrivé à devenir son avocat et conseiller, on peut dire ça, quoi. J'ai été sollicité par son pool d'avocats africains, et notamment Cheikh Oulé Chiba, qui est un des plus grands avocats sénégalais, qui a une réputation sur tout le continent, parce qu'ils avaient vu mon action auprès d'un certain nombre de militants panafricanistes de premier niveau, mais aussi aux Antilles, dans le dossier des grands frères, en Guyane, auprès de Trop-Violence. On a un combat qui aussi est inquiétant pour le pouvoir en France, parce qu'il touche à l'ensemble des bordures de ce qui reste de cette forme d'exploitation qu'a construit notre pays ces dernières décennies et qui le rend toujours plus détestable pour une partie de la population qui se voit exploitée du fait de ces systèmes d'oppression. Et ce que je veux rappeler au peuple de France, c'est que, en tant que peuple, il n'a pas à avoir honte de son histoire, parce que son histoire a été façonnée par les mêmes qui aujourd'hui l'exploitent et le pillent. Donc ce n'est pas le peuple français qui est mis en danger, et à chaque fois, et qui est remis en question, c'est à chaque fois ce que répètent, y compris nos adversaires les plus farouches, c'est ce système de corruption oligarchique que l'on connaît, y compris ici, et qui est alimenté par le pillage de nos extérieurs, et qui vient ensuite renforcer sa capacité d'oppression sur notre peuple à nous. Et c'est dans cette dimension nécessairement internationale du combat que l'on mène que j'ai été amené à m'impliquer fin mars dans la défense d'Ousmane Sonko. À mon arrivée, la première fois, pour l'assister dans une procédure, j'ai été refoulé par des hommes en armes et renvoyé à Paris, expulsé en mars. Nous avons fait une communication à Cour pénale internationale en juin. En juillet, Macky Sall était obligé donc le président actuel était obligé de renoncer à un troisième mandat grâce à notre pression. Là aussi, dans une similarité de forme par rapport à ce qui va se passer en France et avec la volonté
qu'a Emmanuel Macron, qu'il a exprimé il y a quelques semaines de faire un 3e mandat et qu'il tente de mettre en œuvre par tout moyen, notamment en tentant d'absorber la droite au Sénat pour permettre une réforme constitutionnelle qui y ouvrirait. Au Sénégal, la même mécanique était en œuvre. Nous avons réussi à l'empêcher 10 jours plus tard, grâce à cette communication européenne internationale notamment. 10 jours plus tard, j'avais un mandat d'arrêt contre moi. Vous pouvez nous remettre en mémoire la situation politique au Sénégal? Vous diriez que c'est une dictature, vous? Aujourd'hui, c'est une dictature pour une raison très simple. Aucune manifestation, si ce n'est pour soutenir le candidat du pouvoir, n'est autorisée. 1500 prisonniers politiques. La prison où j'ai été à Rebeuss, dans le centre de Dakar, à la Corniche, à quelques centaines de mètres de la présidence de la République, ce sont des anciennes écuries qui ont été aménagées pour accueillir 600 prisonniers. Il y en a aujourd'hui 3000. On parle de surpopulation carcérale en France parce qu'il y a 150% d'occupation. Là, on a 5 fois plus de prisonniers que de places disponibles dans d'anciennes écuries. Donc vous imaginez déjà les qualités de ces dites places. Il y a des chambres de 50 à 60 mètres carrés où les gens s'entassent à 200. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dormir allongés, ils doivent faire des tours en se mettant dos à dos pour dormir les uns sur les autres par quart. On est avec une latrine pour 200 personnes. Ces personnes-là, ce sont des élus, ce sont des médecins, ce sont des cadres, ce sont des personnes qui sont sanctionnées du fait de leur engagement politique et qui sont mêlées à des violeurs, à des trafiquants, à des meurtriers, et qui ont réussi, et c'est une grande leçon là encore, et j'encourage l'ensemble des militants politiques en France qui n'appartiennent pas à ces partis décadents qui ne représentent plus rien, mais qui souhaitent véritablement renouveler l'engagement dans ce pays, à aller au Sénégal, à travailler avec le PASTEF, donc le parti d'Ousmane Sonko, pour comprendre comment ils ont structuré leur mouvement de résistance et d'opposition, parce que ces personnes-là, par exemple, y compris dans les prisons, ont pris le pouvoir, c'est-à-dire qu'elles se font respecter, les prisonniers politiques se font respecter et dominent les prisonniers de droit commun et réussissent comme ça à survivre et à tenir mois après mois dans ce régime d'oppression où ils ne sont même pas nourris par l'État, ils sont obligés de s'organiser pour survivre dans des situations extraordinaires. Donc comment qualifier un régime politique qui, par ailleurs, a mis en prison mon client, Ousmane Sonko, pour les mêmes, encore une fois, accusations que moi, et se retrouve aujourd'hui dans une situation où il cherche à le radier des listes électorales pour l'empêcher de se présenter aux élections de février 2024, dont ils savent parfaitement qu'il les gagnerait. Sauf que là encore, on est dans une situation similaire à la France. Le problème n'est pas tant Macky Sall, le président actuel, ou son candidat Amadou Ba, qui était son Premier ministre, que les intérêts d'une classe qui tout entière sont menacés par cet homme. Parce qu'il a décidé de tirer à vue sur l'ensemble de ces gens-là, parce qu'il sait que c'est eux qui empêchent les Sénégalais de s'émanciper et de cesser de vivre dans la pauvreté. C'est un projet d'Emmanuel Macron, Macky Sall, ou pas? Macky Sall est évidemment une construction de la France-Afrique par excellence. Il a été fabriqué par notre pays pour prendre le pouvoir. Il ne connaît pas son pays. C'est quelqu'un qui a passé sa vie entre les yeux sur ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Non, la France l'accompagne. La France le soutient. La France, encore une fois, a initié les poursuites contre moi dans l'espoir que je serais paralysé dans un premier temps, puis éliminé, que ce soit au Sénégal ou dans les autres. La France n'a rien fait pour empêcher mon enlèvement en Mauritanie par des hommes cagoulés qui m'ont menotté et cagoulé à mon tour pour me donner à des civils sénégalais, en tout cas des hommes qui n'avaient pas d'armes et qui n'avaient pas de titre à le faire, qui eux-mêmes m'ont traîné au Sénégal pour me faire enfermer. Et je pense que les autorités françaises avaient grand désir que je passe des mois ou des années dans cette prison. Ils ne s'attendaient pas à la réaction populaire extraordinaire après 20 000 signatures en 24 heures d'une pétition avec le barreau de Paris qui s'est mobilisé de façon assez surprenante et toute une série d'autres mobilisations aussi de chancelleries occidentales qui sont peut-être moins corrompues que l'État français et qui ont immédiatement saisi la communauté internationale et les autorités sénégalaises en les prévenant des dangers qu'ils encouraient à faire arrêter un avocat du fait de sa représentation, de ses actes de représentation de son client qui lui-même était un homme politique et un opposant. Enfin, quand même, pardon, Juan Branco, mais malgré le mandat d'arrêt qui pesait sur vous, vous êtes donc tout de même entré au Sénégal de façon clandestine. Non, je suis rentré de façon légale et j'y suis allé pour défendre un homme qui m'avait demandé et qui lui-même risquait la perpétuité. Donc j'y suis allé pour faire honneur à ma robe. Vous n'attendiez pas à être arrêté, honnêtement? Je n'ai pas été arrêté au Sénégal. Oui, mais enfin, je veux dire... Je n'ai pas arrêté au Sénégal et pourtant ils ont cherché. Ils sont allés perquisitionner jusqu'à des lieux saints. Vous saviez que le risque existait, qu'ils cherchent à vous arrêter. Mais est-ce que l'on va vivre maintenant sans risque? Est-ce que l'on va renoncer à tous nos principes et à toutes nos luttes parce que un pouvoir l'aurait décidé? Est-ce qu'on va se soumettre lorsque des décisions injustes sont prises? Elle était clandestine. Non, elle était nécessaire. D'ailleurs, il y avait des dizaines de journalistes, sénégalais en face de nous. Ça a été répercuté dans le monde entier. Et il y avait des forces de police extérieures qui ne savaient pas quoi faire. Vous savez pourquoi? Parce que contrairement à ce qui avait été annoncé, il n'y avait pas de mandat d'arrêt contre moi.
C'était une pure mesure d'intimidation. Il n'a été émis que dans la foulée. Et ils ont cherché à m'arrêter parce que j'étais au Sénégal, pour m'empêcher de représenter mon client. Et ce que l'on a fait à travers ce déplacement, c'était de montrer qu'il y avait une tentative de violation des droits d'Ousmane Sonko qui était absolument intolérable et qu'il y avait une complicité extraordinaire dans cette situation. Ils voulaient me mettre dans un étau. L'impossibilité, avec un mandat d'arrêt international, une notice rouge Interpol, ça signifie que vous ne pouvez plus voyager. Ça signifie que le seul pays qui ne peut pas vous extrader, c'est le pays auquel vous appartenez, en l'occurrence la France. C'est-à-dire qu'à chaque traversée des frontières, il y a un risque d'arrestation, et même sur votre territoire, il y a un risque à tout moment de placement en détention dans l'attente d'une potentielle extradition. Ils voulaient faire vivre comme ils l'ont fait avec Julian Assange, avec cette menace sur la tête qui aurait obéré ma capacité à m'opposer, qui m'aurait intimidé, qui m'aurait amené à chercher des compromis. Et nous avons, grâce aux méthodes que j'ai notamment apprises auprès de Wikileaks, réussi à faire ce déplacement, non de façon clandestine, mais en contournant justement tous ces obstacles qui avaient été mis en œuvre pour me mettre en difficulté, sans qu'ils le sachent, jusqu'à arriver à Dakar, ce qui n'était pas évident. Et une fois à Dakar, à rester 5 jours sans qu'ils ne puissent me trouver, sans qu'à aucun moment ils arrivent à m'arrêter, à partir pour la Mauritanie, d'où j'aurais dû pouvoir prendre un avion si les autorités françaises avaient respecté le droit, si les autorités mauritaniennes avaient respecté leurs propres droits, rentrer en France et continuer à exercer la défense de M. Sonko, que je n'avais déjà pas exercer complètement parce qu'on m'avait empêché d'aller le voir dans la cellule où il se trouvait. Donc, il y a un moment donné où vous voyez, on sort du virtuel, le droit est un instrument du politique. Et le politique aujourd'hui, de plus en plus, à la fois en France que dans ces pays-là, décide de s'exprimer dans sa férocité la plus absolue et n'a que faire des principes. La seule chose qui compte pour lui, c'est de tenir et d'écraser. Et à un moment donné, il faut contourner ces difficultés. Mon client, l'aviateur qui appelle à la destitution d'Emmanuel Macron, a été donc arrêté ce week-end alors qu'il manifestait sur le Champ de Mars de façon parfaitement légale. Parfaitement légale. Il a été arrêté, il était traîné dans un commissariat du 5e arrondissement et on l'a convoqué pour le mardi suivant aux fins d'audition libre, disent-ils, préalable d'une garde à vue, pour participation à une manifestation non autorisée. On a la convocation. Cette convocation est illégale. Le délit de participation à une manifestation non autorisée n'existe pas. Il y a des officiers de police judiciaire aujourd'hui qui inventent des infractions pour priver de leur liberté des citoyens qui ont décidé de manifester. Qu'a fait mon client? Il a déchiré cette convocation. Et il y a un moment donné où lorsque vous êtes face à une situation où le droit n'est plus respecté, où vous êtes obligé de rentrer dans ce rapport de confrontation pour faire respecter, pour le coup, vos droits fondamentaux, ceux que l'État viole dans ces situations-là. Et donc, c'est intéressant, que vous venez d'employer l'avocat, enfin, en tant qu'avocat que vous êtes, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un avocat de confrontation? Parce que justement, j'aimerais qu'on revienne un instant quand même à ce qui s'est passé au Sénégal. C'était l'été dernier, donc, et puis j'ai eu l'occasion, à titre personnel, de voir pas mal de vos soutiens, enfin, parler avec pas mal de gens qui vous soutenaient, et quelques personnes quand même, malgré tout, ont émis des réserves un peu sur vos méthodes, Juan Branco. Est-ce que derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de faire, pardon, mais de faire un peu le buzz, de faire, enfin, je vous parle franchement, hein, puisque vous savez que c'est sur ce terrain-là qu'on vous critique, parce que vous êtes un citoyen français, vous savez quand. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de provocation? Je pense que personne de sérieux reprochait à quelqu'un de chercher à faire le buzz en prenant le risque d'encourir la perpétuité dans une prison comme celle de Rebeuze. Et quiconque s'autoriserait à cette forme de critique, final, quiconque resté même pas 48 heures. J'ai été libéré au bout de 48 heures, oui, et j'aurais pu ne pas. Comment ça se fait que vous ayez pu être libéré d'ailleurs? Comment vous l'expliquez? C'est étrange par rapport à ce que vous dites. Le coût politique de ma détention était beaucoup plus important que ce qu'ils avaient prévu. Et cela, c'est notamment le fruit de la mobilisation d'un certain nombre de personnes. Vous avez peur pour votre vie? Je vous donne un exemple. Quand j'étais à Rebeuze, donc moi j'étais privilégié. J'étais dans une chambre où nous n'étions que 10. Donc nous étions 10 enfermés dans un peu plus de 20 mètres carrés. D'accord? Donc ça, c'est le grand privilège à Rebeuze. Je peux vous dire que par rapport aux conditions habituelles, les personnes ont eu une lueur d'espoir extraordinaire quand ils sont venus me voir parce qu'ils avaient entendu via RFI, via les radios qui circulent dans la prison, qu'une manifestation de Gilets jaunes allait être organisée à Paris en soutien à moi. Et à ce moment-là, ils sont venus me voir en me disant « Ne t'inquiète pas, ça va aller ». C'est vous dire, d'une part, l'écho qu'a eu ce mouvement dans le monde entier. Ils savent ce que sont les Gilets jaunes et ils savent ce que représentent les Gilets jaunes. Et contrairement à ce que l'on essaie de prétendre en France, comme quoi ça aurait été un petit mouvement qui n'aurait pas fait trembler le pouvoir et ainsi de suite, ce sont des choses qui ont un écho très important, qui ont donné de l'espoir à l'étranger et surtout qui ont rétabli une partie de l'image de la France. Parce que je peux vous dire que l'image que projette M. Macron de la France, au-delà des cercles élitaires, elle est
extrêmement dégradé, notamment sur le continent africain, où il a fait preuve d'une condescendance extraordinaire à l'égard d'un certain nombre de dirigeants politiques, mais aussi d'un certain nombre de peuples. Et donc, dans ces circonstances-là, quand on a vu commencer à s'installer une sorte de mobilisation internationale, avec les ministères des Affaires étrangères de plusieurs pays, espagnols, portugais, en Amérique latine, des mobilisations, des militants panafricanistes de tous les pays, des barreaux. Il y a eu 48 barreaux qui ont fini par faire une déclaration de condamnation de la situation et exigeant ma libération immédiate, et aussi, parce qu'il faut le rappeler, celle de l'un de mes confrères, Babacar Ndoye, qui a été arrêté lui aussi. Et je dois rappeler qu'il y a des personnes qui restent aujourd'hui détenues suite à cet épisode au Sénégal pour intimider les autres. Il n'y a pas de provocation, il n'y a pas de jeu lorsque l'on fait ça. On joue sa vie, et on sait qu'on joue la vie de nos clients et des personnes que l'on défend. Et c'est justement pour les défendre, et pour les sauver, et pour montrer qu'on restera, quoi qu'il arrive à leur côté, qu'ils ne seront pas seuls, parce que c'est le sentiment le plus dévastateur que vous pouvez ressentir lorsque vous êtes en détention. C'est tout simplement de savoir que l'on vous croit, que vous êtes oublié, de ne plus recevoir de signal de l'extérieur, surtout lorsque vous êtes un détenu politique. Et donc vous commencez à penser que votre lutte n'avait pas de sens. Et là, il y a eu un mouvement inverse, qui aurait été extrêmement difficile à mettre en œuvre, à renverser, de la part du pouvoir sénégalais, mais aussi de la France. Donc je vous rappelle, pour vous donner un exemple, et ce qui explique aussi en partie à la fois ce que je vous dis, mais aussi pourquoi ma libération était si rapide. Dès le moment qu'il a été su que j'étais au Sénégal, ce qui était inattendu, eux pensaient encore une fois me coincer, m'étouffer peu à peu, sans avoir à prendre le risque et à assumer le coût d'une arrestation. Parce qu'ils savaient que ce serait coûteux. Et ils savaient qu'il y aurait une mobilisation. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle soit si importante, mais ils savaient. Donc ils pensaient pouvoir m'étouffer, encore une fois, avec des méthodes similaires à celles qui ont touché Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Dès le moment que la France a su que j'étais au Sénégal, l'AFP a appelé le Quai d'Orsay, puis le parquet de Paris a demandé où en sont les procédures comme dans Branco, et ils ont tout de suite laissé sans suite. Pourquoi? Par peur qu'on leur attribue mon arrestation. Par peur que cette séquence que je viens de vous décrire, qui est pourtant évidente, à savoir que c'est la France qui lance le processus et la procédure et le chemin qui va amener à mon arrestation, soit trop évident et que du coup l'on commence à interroger le pouvoir politique en France sur les raisons de ma détention au Sénégal et de la participation, le rôle de la France dans ce cadre-là. Et c'est par peur et par lâcheté qu'ils ont immédiatement procédé à ce classement sans suite et que du coup nous avons obtenu une victoire tactique qui nous a permis de continuer à faire ce travail de défense du peuple sénégalais et des victimes de cette répression politique sans être inhibés. Au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui ont même parlé d'humiliation pour le pays. Vous leur répondez quoi? C'est une humiliation évidemment pour l'État. Et une humiliation extraordinaire pour Macky Sall qui avait voulu jouer au gros bras et qui, pour se venger, a fait arrêter des Sénégalais que je connais pour certains Ninève d'Inadan dans le cadre de la procédure concernant ma présence au Sénégal. Mais quelle humiliation! Quelle humiliation de ne pas être capable de faire autorité sur un étranger et de le faire payer à des membres de votre propre peuple. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit de votre capacité réelle à faire autorité? Elle est nulle. Elle est nulle lorsque vous ne pouvez pas. Et évidemment, qu'est-ce que ça dit de la réalité de ces procédures? Elles sont inconséquentes. Monsieur Sall savait la veille que le juge d'instruction allait me placer en détention provisoire, en contrôle judiciaire, et que dans la foulée, son ministère de l'Intérieur allait rendre un arrêté d'expulsion qui me renverrait en France. Il le savait la veille, il en a fait part à plusieurs interlocuteurs, il avait décidé lui-même de la marche à suivre dans la foulée. C'était pas évident. La mobilisation eût été différente, et mon sort l'aurait été aussi, et je m'y attendais. Et je m'étais préparé à potentiellement, en effet, devoir passer plusieurs mois, voire plusieurs années dans cette géole, et payer le prix. Et nous avons commencé à nous organiser avec les détenus pour mettre en place des mesures de résistance passive, pour essayer de peu à peu provoquer une bascule dans le rapport de force, parce que je peux vous dire que quand vous êtes dans une prison prévue pour 600 et qu'il y a 3000 prisonniers, dont 700 politiques, c'est très difficile pour les matons de tenir cette prison-là. Et les risques sont importants pour un pays tout entier, pour un régime tout entier, lorsque justement une révolte peut naître de ces prisons. On l'a vu dans beaucoup de mouvements de résistance, notamment en Irlande. Et donc, on était en train de se préparer pour entrer dans cette démarche de moyen terme. Il se trouve que peut-être que cette fois, ils ont été un peu plus intelligents que d'habitude et ils ont compris que c'était une mauvaise idée de me laisser là. Et je peux vous dire un dernier point là-dessus. La prison rugissait quand j'étais extrait pour être présenté aux officiers de police judiciaire ou aux magistrats. Elle rugissait de soutien parce qu'elle voyait justement dans ce geste et dans cet engagement une mesure de fraternité qui leur redonnait de l'espoir et du courage dans la lutte qu'ils mènent depuis des années, souvent dans le silence de la communauté internationale, qui ensuite n'en voit que les conséquences. Encore une fois, les migrations, les trafics qui montent. À Dakar, c'est une vraie catastrophe parce que l'on utilise, plus un pouvoir devient répressif, moins en fait sa capacité d'autorité réelle et sa capacité à tenir la société est réelle parce que
la population commence à se défier d'elle. Et donc moins il sent les mouvements de la société, donc moins il a la capacité d'en empêcher les déviances. Et en l'occurrence, les trafiquants internationaux l'ont parfaitement compris et commencent à remonter des filiales qui jusqu'ici passaient surtout dans le golfe de Guinée vers le Sénégal pour transporter de l'Amérique latine vers l'Afrique, puis de l'Afrique vers l'Europe, toute une série de drogues et de stupéfiants qui vont ensuite abonder sur notre territoire. Vous ajoutez à ça, encore une fois, les questions migratoires. Vous ajoutez la question de la répartition des ressources. Vous trouvez dans une situation potentiellement explosive pour l'Europe. Je rappelle, dans des circonstances géopolitiques particulièrement inquiétantes et dangereuses, avec des coups d'État pays après pays, avec une reconfiguration et un départ des forces françaises, une perte d'influence de la France extraordinaire sur le territoire. Et là encore, ce qu'on m'a beaucoup dit là-bas, c'est... Vous savez que vous êtes des Sénégalais. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais ils me disaient, vous êtes en train de sauver l'honneur de la France. Au-delà de cette affaire sénégalaise, j'aimerais revenir avec vous, Juan Branco, sur les événements qui ont lieu en ce moment en Afrique et sur la relation justement entre ce continent et la France. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de la décision de retrait du Niger qui a été annoncée par Emmanuel Macron? Ça a été pitoyable. Alors, j'imagine que beaucoup n'ont pas eu le temps de suivre cette saga absurde. Il y a, sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, des mouvements qui tendent au coup d'État. Dans plusieurs pays après pays, des coups d'État interviennent pour mettre fin à des régimes qui sont considérés comme étant dans une forme de compromission, notamment avec la France, et qui s'inscrivent dans un mouvement panafricaniste souverainiste. Comme vous le savez... c'est une humiliation pour la France, vous êtes d'accord avec ça? L'une des plus grandes figures intellectuelles et politiques de l'histoire récente de l'Afrique, c'était un homme militaire qui était Thomas Sankara, qui a eu ces termes qui sont d'ailleurs repris par le parti d'Ousmane Sonko et le PASTEF, « Seule la lutte libère ». Et à partir de là, en fait, est né un historique de la lutte dans ces pays qui s'inscrit de plus en plus dans un ressentiment contre la France, qui détient encore un contrôle très important, notamment sur la politique militaire, mais aussi sécuritaire de ces territoires. Or, la France a violemment échoué, notamment à cause d'une décision qui avait été prise par François Hollande au Mali, qui était le lancement de l'opération Barkhane, un moment où il prétendait, ce qui a été révélé comme étant faux, que des convois se dirigeaient vers Bamako, la capitale malienne, de djihadistes qui s'apprêtaient à prendre la capitale du Mali. On a découvert que ce n'était pas du tout le cas des années après. Et ce mensonge a été admis, y compris par les autorités françaises. Mais donc cela était prétexte à une intervention militaire sur ce territoire qui était censé sécuriser le Sahel, qui a eu des résultats de court terme importants avec l'élimination d'un certain nombre de chefs djihadistes. Sauf que c'était un copier-coller de la stratégie états-unienne qui avait été adoptée en Afghanistan et ensuite dans l'ensemble de la région et notamment au Yémen, qui consiste principalement à éliminer les chefs des Katibas, les leaders djihadistes, et essayer par des opérations commando avec très peu d'effectifs, très peu d'exposition sur le terrain pour limiter les pertes humaines, de tenir la région. Ça ne fonctionne pas du tout sur le moyen terme, et on se retrouvait très rapidement avec une résurgence des effectifs djihadistes et avec un renforcement de ceux-ci comparativement à la situation préalable à Barkhane. Vous ajoutez à ça le double jeu de l'Algérie sur la région, qui a besoin en fait, qui utilise le Sahel comme un déversoir pour ses propres forces islamistes. Le pouvoir leur laisse en fait une sorte d'espace, une forme d'impunité. Vous rajoutez à cela la décomposition de la Libye que l'on a mise en œuvre à travers la guerre décidée par M. Sarkozy pour éliminer M. Kadhafi notamment, et avec des stocks d'armes massifs qui se sont déversés sur ces régions. Vous rajoutez à cela les trafics dont je vous parlais qui commencent à croître, et on se retrouve dans une situation où, réseaux sociaux aidant, il y a une coagulation et moyens de communication aidant, une coagulation de ces forces de plus en plus importante que la France n'a pas su endiguer. Et bien, dès lors que la France s'est rendue responsable de la sécurité de cette région et qu'elle n'y est pas arrivée, eh bien, qu'est-ce que se passe? Tout simplement, la colère. La colère. Et paradoxalement, ces coups d'État naissent de la militarisation de la région. Quand vous allez au Sénégal ou en Mauritanie, vous avez des checkpoints tous les 10-15 km. Ces checkpoints ne sont pas du tout là pour rassurer la population. Ces checkpoints sont tenus par des forces de police qui sont surarmées, au point où, dans les véhicules de police où j'ai été entraîné à plusieurs reprises, les plastiques étaient encore là, tellement en fait le renouvellement de la flotte de véhicules est rapide, et vous avez des personnes qui sont équipées comme des forces du GIGN, de façon disproportionnée. Ces forces-là, c'est des fonds européens qui ont été déversés de façon massive, parce que l'obsession européenne par rapport à cette région se réduit aux questions migratoires, mais d'un point de vue purement policier, et à la question djihadiste. C'est les deux seules choses qui nous intéressent. Sauf que les populations n'en bénéficient pas du tout. Et au contraire, elles voient ces appareils de répression se retourner contre eux. Et lorsque vous avez qu'est-ce que ça produit? Ça produit un déséquilibrage institutionnel. C'est-à-dire que les militaires
Et les forces de police ont pris beaucoup plus de pouvoir par rapport aux forces civiles. Et donc ça amène en fait presque tendanciellement, naturellement au coup d'État. Il y a un moment donné où vous avez tellement de pouvoir que c'est tellement facile de le prendre, tout simplement, d'accaparer une partie des ressources. Et donc, on a ces dispositions qui se cumulent à ce que je vous disais sur le ressentiment contre la France et la recherche d'une nouvelle forme de souveraineté. Eh bien, dans ce cadre-là, vous avez plusieurs éléments qui tombent et donc vous avez le Niger. Et là, la France, qui s'est fait humilier, au Mali, au Burkina, ça ne cesse, qui voit en fait tomber les uns après les autres son précaré, dit au Niger, non, là, ça suffit. Ça suffit. Et Macron, qui a dévasté la politique diplomatique justement, de la quel France. regard vous portez sur justement cette diplomatie d'Emmanuel Macron? C'est un échec absolu, mais depuis le premier mandat, je n'ai cessé de rappeler, parce que c'est systématiquement invisibilisé par les médias, et comme on n'en sent pas les conséquences directes en tant que Français, c'est plus difficile de juger là-dessus que sur la politique économique, sur l'inflation, sur si on n'est pas informé médiatiquement, on s'en rend pas compte. Mais la réalité est que la France s'est ridiculisée sur un nombre de dossiers incalculables. Évidemment, la question ukrainienne était cette séquence délirante au premier semestre 2022 avant l'élection avec Poutine sur la question ukrainienne était complètement absurde. Mais elle continue en fait de commettre erreur sur erreur. La politique africaine, nous avions prévenu, étant un échec majeur dans celle-ci, parce que l'Afrique est ce qui a permis à la France de continuer à jouer dans la cour des grands ces dernières décennies. Et les Africains le savent bien. Et ils se sentent instrumentalisés, utilisés. Vous diriez que la France, elle est ridiculisée sur la scène internationale en ce moment en Afrique? Mais elle n'est même plus ridiculisée parce qu'elle ne compte plus. On est dans une situation où, je vous ai parlé du Burkina, du Mali, de Centrafrique. Quelques centaines de soldats russes ont suffi à chaque fois pour sortir soit des forces armées entières, soit tout simplement un système de coopération que l'on avait mis en place pour s'allier à ces régimes. Et on s'est fait sortir, mais avec une facilité qui est vraiment sidérante, en fait. Et ça, c'est le fruit d'une décomposition de cette politique africaine, qui déjà était reprochable dans la phase précédente, mais qui au moins avait le souci de la cohérence, et qui là s'est retrouvé en fait dans une forme d'impensé qui explique la réaction soudaine d'Emmanuel Macron, qui face au coup d'État décide tout d'un coup d'essayer de lancer une guerre. Parce que quand même, on est quand même dans les pays les plus pauvres du monde. Et il voulait rajouter à cette souffrance une guerre. Pourquoi? Parce que considérait que le nouveau régime, par rapport au précédent qui n'était pas fameux, eh bien, ne lui convenait pas. Donc déjà, je veux dire, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du psychiatrique. C'est dangereux quand même de se dire qu'un président de la République, par miracle, il devait en passer par la CEDEAO, donc la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui est elle-même a ralenti, notamment avec le rôle du Nigeria, mais qu'importe. Première phase de la guerre. Et ensuite, voyant que le caprice du roi ne prend pas, eh bien, M. Macron décide de maintenir son ambassadeur alors qu'il vient d'être expulsé par les nouvelles autorités. Et il dit, eh ben non, il restera. Sauf qu'en fait, le pouvoir d'accréditation d'un ambassadeur, il est absolu et il est entre les mains de l'autorité de facto. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous êtes déclaré persona non grata, selon les conventions de Vienne, eh bien, il faut partir. Vous avez 48 heures pour partir et vous n'avez plus d'immunité diplomatique et vous êtes expulsable à tout moment. Eh bien, Emmanuel Macron a décidé de faire prendre en otage son propre ambassadeur au sein de sa propre ambassade. Et ça a duré des mois de souffrance pour le personnel diplomatique français, d'humiliation internationale. C'est-à-dire que la junte nigérienne a paradoxalement renforcé son autorité en obtenant finalement l'expulsion, après 2 mois, de cet ambassadeur français, même pour lui, sans que l'on n'obtienne rien en retour, avec une situation de crise et de tension qui aurait pu exposer nos personnels, à la fois diplomatiques et militaires. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où la France, oui, a fini de perdre son autorité de cette façon-là. Et cet impensé, vraiment, il se traduit dans l'ensemble des pays de la sous-région. Et c'est le fruit, lorsqu'on s'était vu une fois précédente, je me souviens que je vous avais parlé du documentaire qui avait été fait sur la gestion de la guerre en Ukraine par le personnel diplomatique de l'Élysée, notamment par les conseillers diplomatiques d'Emmanuel Macron. C'est une vidéo qui avait été, un documentaire qui avait été diffusé sur France Télévisions, et on les voyait dans les coulisses, gérer notamment les appels téléphoniques avec Poutine. Le documentaire avait fait polémique parce qu'on les avait diffusés justement, alors qu'en violant justement le secret qui évidemment doit s'appliquer aux conversations entre chefs d'État. Et depuis, il n'y a plus de conversation entre Poutine et Macron. Et ce que l'on notait, c'était la médiocrité de notre personnel diplomatique. C'est-à-dire qu'on est au sommet de l'Élysée et ces personnes, visiblement, ne comprenaient même pas ce qu'elles faisaient. Et là, c'est un symptôme plus général d'un effondrement de la qualité de notre classe dirigeante. C'est-à-dire que on est sur une situation où notre pays s'est rétréci, où la médiocrité s'est généralisée, ce qui explique un peu le désarroi des Français et leur absence de volonté de participer aux élections, et ainsi de suite, c'est qu'ils voient bien que ce n'est pas une question d'alternative politique, c'est une question d'offre générale, de qualité de direction. Et donc là, il n'y a pas de vision. Il
Il n'y a pas de pensée par rapport à ce que devrait être notre politique africaine, avec toutes les dérives qu'elle a connues jusqu'alors et comment elle devrait se renouveler. On devrait quand même se souvenir qu'on a une langue en commun avec ces territoires, avec ces peuples. On a une histoire commune qui a été douloureuse et violente pour eux, c'est un fait, mais elle existe. Elle existe et elle s'appuie sur des ciments qui... Un système, par exemple, au Sénégal, j'étais parfaitement capable de défendre Ousmane Sonko et de lui être utile, parce que le code pénal sénégalais est un calque du code pénal français, non pas seulement du fait de l'héritage de la colonisation, mais parce que depuis, les actualisations des uns ont amené aux actualisations des autres. Et ils ont continué à suivre les mouvements que nous adoptions de façon probablement excessive du fait de l'aspect quelque peu larbinant d'une partie de ces élites. Mais qu'importe. Et donc, il y a une communauté, nécessairement. Et encore une fois, nos destins sont liés. Si jamais il y a des tremblements là-bas, eh bien, ils viendront en partie sur notre territoire. Et si nous n'avons pas les moyens de les accueillir parce que nous avons détruit notre État, comme c'était le cas jusqu'ici, eh bien, ça va créer des crises identitaires, ça va créer des problèmes sécuritaires, ça va créer justement l'émergence de toute une série de difficultés qui vont à nouveau accroître les tensions entre les forces politiques et les partis des sociétés françaises, et artificiellement entre gauche, droite et ainsi de suite, des débats sur toute une série de sujets qui sont sans intérêt. Et vous, Juan Branco, justement, qui avez étudié le personnage, je parle bien sûr d'Emmanuel Macron, comment vous expliquez ces échecs à répétition sur la scène diplomatique et cette capacité à placer la France dans des situations embarrassantes, d'ailleurs pas seulement en Afrique, hein. Je vais peut-être être... que les Français qui m'écoutent me pardonnent, mais Emmanuel Macron a un provincialisme très marqué, c'est-à-dire qui a trait à sa condition bourgeoise d'Amiens. C'est un petit bourgeois ou un grand bourgeois de la province française, en l'occurrence d'Amiens, d'une des provinces françaises. Et donc c'est quelqu'un qui n'a pas de rapport au monde, qui est très refermé sur un territoire qui était en fait vivait en vase clos. La bourgeoisie d'Amiens avec les chocolatiers de Trogneux. Vous disiez qu'il était un mondialiste de Rothschild. Non, c'est quelqu'un qui n'a pas de rapport il a quasiment pas voyagé avant de devenir secrétaire général de l'Élysée, même à ce moment-là, pas tant que ça. Il n'a même pas été, il avait été choisi pour être un young leader, mais il n'a pas pu le faire parce que sa carrière politique le prenait déjà. Donc c'est quelqu'un qui en fait a un rapport purement virtuel au reste du monde. Il n'a jamais été confronté à d'autres civilisations, à d'autres cultures. Le mondialisme, ce que vous décrivez comme le mondialisme, c'est justement un rapport de surface au peuple. C'est des gens qui se ressemblent tous, qui ont en fait les mêmes caractéristiques élitaires, c'est-à-dire qui ont les mêmes codes, la même façon de s'habiller, la même façon de manger, les mêmes centres d'intérêt communs. Suivi les mêmes études. Cette mondialisation, voilà, cette mondialisation par le haut, elle n'a rien à voir avec le monde. Elle n'a rien à voir avec la réalité et avec la capacité du coup à comprendre les différences culturelles, civilisationnelles et ainsi de suite. Et Emmanuel Macron, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a ce sentiment de supériorité un peu fat que Flaubert décrivait dans ses romans, en décrivant encore une fois une certaine bourgeoisie de province. Il a cette arrogance du prince premier qui, justement, n'ayant pas été confronté à l'altérité, ne se rend pas compte à quel point il est médiocre. Vous voyez, parce qu'il a été toujours pouponné par un petit système qui l'a protégé, qui lui a mis des œillères pour lui donner une sorte de confiance en lui suffisante pour pousser leurs intérêts avec lui, justement. Et il a derrière cette confrontation sur ce sentiment de toute-puissance un peu ridicule qui l'amène à prendre des décisions impulsives, presque infantiles. Vous voyez, une forme d'immaturité là qui l'amène justement à des catastrophes. Parce que les intérêts de la France, encore une fois, ce que l'on voit à l'échelle nationale, n'est rien comparé aux difficultés que l'on s'est créées à l'international, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir sur les questions internationales. Parce que justement, le système français a été fait pour amener à la tête de l'État des personnes qui avaient une expérience, une sorte d'ancrage dans le réel suffisamment important, et évidemment, de préférence, une expérience internationale, pour les amener à ne pas commettre d'erreurs trop massives. Et surtout, moi, quand j'étais au Quai d'Orsay, j'ai découvert, donc j'étais très jeune, ce qu'on appelle la position constante. C'est un dogme. La position constante de la France, c'est en gros la position que l'on a théorisée sur un domaine, sur un sujet en particulier, et que l'administration fait sienne, et qui ne peut être changée qu'après tout un processus qui va justement justifier qu'on bascule d'un point de l'autre. Et ça crée une constance dans nos relations avec les autres, et une sorte d'identité de notre pays qui permet de défendre nos intérêts, et ainsi de suite. Emmanuel Macron arrive sans cette culture, sans cette connaissance, et avec une sorte de suffisance et encore une fois, d'une médiocrité d'accompagnement dans son personnel, qui elle-même est le fruit de la décadence que connaît notre pays, et du manque d'exigence qui s'applique encore une fois sur ces supposées élites, qui elle-même est le fruit de l'effondrement de l'éducation nationale. J'ai encore appris là qu'on prévoyait de supprimer 2500 postes de professeurs
dans l'éducation nationale pour le budget qui vient. Alors on justifie ça par l'évolution démographique. Sauf que aujourd'hui, les classes de lycée sont plus saturées que jamais, et ça va continuer à s'aggraver du ce fait. On a déjà supprimé l'année dernière des postes d'enseignants. Comment est-ce qu'on peut justifier cela alors que on voit bien que l'éducation nationale s'effondre complètement? Et donc ça provoque quoi? Ça provoque un resserrement des élites sur elles-mêmes, parce que quand on est bourgeois, on va plus mettre ses enfants dans l'école publique. On voit bien que l'écart commence à devenir trop important. Et du coup, un effet négatif, au-delà de la question de la mixité sociale chère à la gauche, c'est que la concurrence ne se fait que sur un terreau toujours plus réduit. Et donc, du coup, l'exigence baisse. Si vous comparez les concours à Normale Sup, à l'école normale supérieure, qui est censée être le fleuron de notre système universitaire, par rapport à ceux d'il y a 40 ou 50 ans, vous serez sidéré de la chute de niveau. Non pas tant parce que nos enfants deviennent bêtes, que parce que les professeurs eux-mêmes s'étaient déjà abêtis et fragilisés par manque justement de simulation. Paris a été la capitale du monde. Et elle a fait circuler des énergies, y compris dans la phase de décolonisation. Les principaux leaders de décolonisation étaient venus se former à Paris. Et donc ça nous enrichissait, ça nous stimulait, ça nous mettait en concurrence. Aujourd'hui, c'est complètement fini. Il y a un resserrement, une provincialisation de la France et une mise en danger de celle-ci et de son identité. Alors justement, j'aimerais qu'on continue un moment à parler de l'Afrique, justement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les relations de la France avec l'Afrique n'ont jamais été aussi mauvaises, que c'est la fin de la France-Afrique? On est dans une situation où la France ne pèse quasiment plus rien économiquement en Afrique, et en particulier dans son ancien précaré. Et ça, c'est un effondrement qui a été extraordinairement rapide. Ça s'est fait en 25-30 ans. Et qui s'accélère. Là, par exemple, Bolloré a vendu ses concessions portuaires qu'il avait sur toute l'Afrique de l'Ouest, qui sont un outil clé d'influence. Évidemment, si vous avez accès, surtout dans des pays où il y a peu de ferroviaires, où les transports en avion et en voiture sont moins, surtout de camions, sont moins développés que dans les pays occidentaux. Le port, c'est le cœur de la ressource économique, c'est l'interface avec le monde. Et du coup, c'est une source de renseignement, de compréhension du monde, d'évolution et éventuellement d'influence. Eh bien, il a décidé de le vendre à la famille à laquelle appartient lointainement Alexis Kohler, les Da Ponte, un grand groupe, en fait, conglomérat suisse-italien, sans qu'à aucun moment, il y ait eu une mobilisation politique ou une discussion sur le pourquoi de cette perte d'influence sur une région qui, par ailleurs, en fait, est identifiée à nous, culturellement, littéralement, et ainsi de suite. Eh bien, cette situation-là, elle se reproduit sur tous les domaines, au point où la part de la France étant devenue marginale, moi j'explique l'émergence de ces mouvements panafricanistes, souverainistes, anti-français, comme la conséquence de cet effondrement, de la capacité d'influence de la France, et non comme la cause. C'est-à-dire qu'en fait, la France n'a plus les moyens d'influencer sur ces territoires, n'a plus le moyen d'investir en eux et n'a même plus les moyens de maintenir ces structures de pillage sur ces territoires qui ont fait une partie de sa richesse. Et donc, en conséquence, on se retrouve avec des mouvements qui veulent évidemment se défaire des restes d'influence qu'il y avait politiques et ainsi de suite, parce que ça n'a plus aucun sens. Si vous n'avez plus de capacité économique, matérielle à continuer à être présent sur ces territoires, vous n'allez pas continuer à tenir les régimes politiques. Et donc là, en fait, on assiste à une matérialisation. Aussi, et donc, la propagande russe. Mais c'est ce qui permet à des Russes, à quelques centaines, alors qu'ils parlent pas la langue, alors qu'ils n'ont aucune expérience du terrain, alors qu'ils n'ont plus du tout les réseaux qui existaient sous l'URSS, qui étaient liés justement au réseau de solidarité communiste, qui faisait qu'il y avait beaucoup de leaders dans les années 50, 60, 70, qui allaient par exemple à l'université Patrice Lumumba à Moscou pour se former, pour ensuite revenir sur les territoires africains pour faire la lutte, pour mettre en œuvre leur lutte. Eh bien, ça permet à la Russie, avec 3 techniques et demie de désinformation, quelques unités militaires, de nous sortir et de substituer notre domination à la leur sans permettre au peuple de s'émanciper. Alors, il y a des personnes comme Kémy Séba qui ont une position différente. Je suis très fier d'ailleurs d'être... Vous êtes son avocat. Oui, de le connaître, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, malgré un parcours qui a été très particulier. C'est quelqu'un qui a développé une pensée très profonde sur ces questions-là, qui est une des personnes les plus savantes que je connais sur justement la question de l'identité noire, de la lutte panafricaniste et ainsi de suite, et qui m'a ouvert beaucoup de chemin intellectuellement à ce niveau-là. Eh bien, cet homme, lui, est convaincu que... Aujourd'hui, l'émancipation d'Afrique passera par une forme de multipolarisation, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre appui et sur les Russes, et sur les Turcs, et sur l'Iran, et sur le Venezuela, et ainsi de suite. Et voilà. Et donc il est dans cette pas sur la France. Et donc évidemment, il se constitue d'abord. Lui, sa théorie, c'est qu'il faut d'abord dégager les Français pour casser les mécanismes de domination et de maintien des pouvoirs qui sont mis en place et qui oppriment effectivement beaucoup de peuples en Afrique, avant de se réémanciper. Moi, je considère qu'il y a un risque important de se laisser absorber
par ces forces-là. Mais Kémy Séba a une réponse intelligente. Il me dit, mais les Russes n'ont pas les moyens, en fait, de nous mettre sous tutelle comme la France l'avait fait. Donc le risque est minime. On utilise les Russes pour dégager les Français, et après on dégagera les Russes en utilisant, et ainsi de suite. En tout cas, cette nouvelle génération panafricaniste, qui est très formée, très cadrée intellectuellement, est en train d'ouvrir des chemins, et en train de vivre sa propre aventure et sa propre vie. Ousmane Sonko, lui, est sur une situation où il n'est aussi lié au fait que c'est le Sénégal, où il n'est pas en rupture avec la France. Lui, il veut sortir du franc CFA, par exemple, il veut qu'il n'y ait plus de base militaire française à Dakar. Il y a pas une forme d'ingratitude quand même d'africaine un petit peu à l'égard de la France, parce que la France, elle a quand même malgré tout permis une forme de sécurisation et de développement de certains pays africains avec lesquels elle était liée. Est-ce que la colonisation a été pour vous que mauvaise? Il faut se souvenir que la colonisation s'est fondée, a pris appui justement sur ce provincialisme très souvent raciste et médiocre, qui a fait qu'on n'envoyait pas du tout des lumières sur ces territoires. Et donc, quand vous envoyez des gens qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche, en leur donnant un pouvoir extraordinaire sur des territoires et des populations entières qu'ils ne connaissent pas, auxquels très souvent ils ne s'intéressent pas. Il y a eu quelques exceptions, il y a eu de très grandes expéditions anthropologiques, ainsi de suite. Mais dans l'ensemble, vous ne pouvez, je finis là-dessus, vous ne pouvez que enfanter de la violence et de la confrontation, parce que vous êtes obligé de dominer par la force et non pas par l'intelligence, l'alliance, et ainsi de suite. Et il y a eu une forme de dévastation de cultures entières, civilisationnelles, donc je comprends parfaitement qu'il y ait une volonté d'émancipation aujourd'hui qui soit extraordinairement forte. Après, il y a la question de l'acquis et de l'état existant. Encore une fois, Ousmane Sonko voit en les Gilets jaunes un reflet glorieux, et nous voyons en lui un reflet glorieux, et il y a là de nouvelles alliances et de nouvelles constructions, mais qui repartent d'une base d'égalité avec un terreau fertile qui reste. Le Sénégal a été un des principaux vecteurs, et reste un des principaux vecteurs de la richesse de la langue française, par exemple. Et on n'imagine pas la perte pour la France à ce que la francophonie soit en train de s'effondrer sur ces territoires. Et elle s'effondre vraiment. Alors nos diplomates s'en rendent pas compte, parce qu'ils sont là dans leur cocktail, et toujours avec les élites france-africaines qui, elles, évidemment, demeurent... Vous l'avez constaté, vous, mais ça? Bien sûr, on le voit sur place, sur le terrain, parce que ça aussi, c'est une des choses extraordinaires, c'est que pendant ces 5 jours où j'étais au Sénégal, alors j'étais recherché par toutes les forces de police du pays, le peuple était avec nous. Donc, en fait, non seulement on n'était pas dénoncé, mais j'ai pu en fait aller de lieu en lieu pour rencontrer des personnes, pour voir en fait comment se situaient les individus. Et c'est quelque chose que j'avais déjà vu dans d'autres déplacements ces dernières années, de longs voyages que j'ai faits et des enquêtes que j'ai pu mener journalistiquement au Centrafrique, au Kivu, donc à l'est du Congo, et ainsi de suite. Il y a un effondrement très important, en effet, de la francophonie par le bas du peuple, parce que, encore une fois, qui est en train d'être accéléré, parce que maintenant on en parle comme de la langue du maître, et ainsi de suite, alors que très longtemps, ça a été une langue de distinction. Parler français, c'était la garantie de pouvoir accéder à un certain nombre de fonctions publiques, enfin de postes dans la fonction publique, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a une substitution du français par l'anglais, et évidemment par les langues locales. Alors les langues locales, c'est plutôt enrichissant, parce que il y a plus de 25 langues officielles au Sénégal, ça crée de la diversité, et ça fait contrepoids à cette sorte de bulldozer de la mondialisation qui est en train d'écraser toutes les cultures à tous les niveaux, et ça permet d'enraciner à nouveau. Vous voyez, Par contre, cette perte du français au profit de l'anglais ou même de langues vernaculaires comme le swahili en Afrique centrale, eh bien, je pense que c'est assez désolant, parce qu'encore une fois, il faut vraiment ne pas oublier que ça a été un terreau, et ça reste un terreau fertile extraordinaire pour faire évoluer la langue, de la même façon qu'aujourd'hui on est en combat en Martinique pour faire reconnaître le créole comme langue qui soit utilisable comme le français par les administrations et ainsi de suite. Du créole naissent des innovations linguistiques qui ravivent le français, qui l'enrichissent de la même façon que l'anglais est enrichi au quotidien par les millions de personnes qui parlent à la fois l'anglais et une autre langue et qui créent et inventent de nouveaux néologismes. Et ça, on est en train de le perdre parce qu'on, là encore, on est en train de se resserrer sur notre propre territoire, toujours moins en interaction avec le reste du monde, si ce n'est à travers ces dispositifs mondialistes qui sont particulièrement catastrophiques, qui nous amènent à la création. Parce que cette mondialisation, c'est ça qui crée les ZAC, les zones d'activité commerciale, ces sortes d'horreurs qu'il y a autour des villes moyennes aujourd'hui en France. C'est la massification de la production, son internationalisation, et c'est l'exact inverse de ce qu'on défend, nous, en tout cas, avec cette lutte au Sénégal et ailleurs, parce qu'encore une fois, on est engagé sur plusieurs terrains. Et moi, ce que je cherche à faire, c'est l'équilibre entre, évidemment, une lutte pour l'émancipation et d'accompagnement. Quelle devrait être, selon vous, la politique de la France et de l'Afrique ? Et en tant que Français, évidemment, la volonté de faire que mon pays puisse retrouver un chemin
qui lui permettent de rester en contact. Eh bien, le chemin, en tout cas, il passe par une lutte des peuples et une association des peuples avant, éventuellement, qu'on en arrive à un niveau d'État. En tout cas, c'est le nouveau terrain de jeu des grandes puissances, l'Afrique aujourd'hui, ce que vous diriez? C'est pas nouveau. C'est juste qu'en fait, pendant très longtemps, ça a été fossilisé. Et en gros, les États-Unis déléguaient à la France la gestion de l'Afrique de l'Ouest et d'une partie de l'Afrique centrale, en échange de quoi la France pouvait notamment maintenir son rang dans les négociations internationales, au Conseil de sécurité, son siège de membre permanent. Et les États-Unis sont en train de voir que la France n'est plus capable de le faire. Et d'ailleurs, au Niger, les États-Unis n'avaient pas du tout la même position que la France parce qu'ils voulaient maintenir la base militaire et ils sentaient bien que s'ils s'alignaient sur la France, ils allaient se faire sortir au profit des Russes, au profit des Chinois, et ainsi de suite. Et donc il y a une forme de désolidarisation qui commence à se mettre en place entre au sein du bloc occidental, parce qu'on voit que la France n'est plus capable. De la même façon qu'elle n'est plus capable de générer des élites, entre guillemets, qui soient talentueuses, du fait de l'excès de corruption qui la nourrit, eh bien, elle n'est plus capable, évidemment, par ricochet, de tenir sa position à l'international. Enfin, on voit quand même tous ces coups d'État en Afrique. Est-ce que l'Afrique, elle n'a pas un problème avec la démocratie? Non, parce que quand en fait, quand il y avait des systèmes démocratiques à l'occidental, et on faisait mine de s'en féliciter. Occidental, la démocratie, selon vous? Alors là, vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre à la légère. Si démocratie, vous le prenez au sens étymologique du terme, c'est-à-dire pouvoir du peuple, non. Très clairement, les peuples cherchent, et ça fait partie des mouvements. Il ne faut pas oublier que les coups d'État en Afrique se doublent à chaque fois, donc un pouvoir militaire et un Conseil national de transition qui, lui, est censé représenter la diversité de la société civile. Et il y a une sorte de tentative d'équilibrage entre les deux, dont le devenir est très incertain. Ça pourra basculer d'un côté ou de l'autre. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les régimes putschistes d'Afrique de l'Ouest ont bien moins de détenus politiques qu'au Sénégal, qu'en Mauritanie, que dans les régimes que nous considérons comme étant nos alliés. Donc, je ne dis pas qu'il faut pour autant aller vers cette forme-là, mais il y a un moment donné quand votre démocratie est corrompue. Et ça, c'est une leçon aussi pour la France. Quand ce que l'on appelle démocratie, ces démocraties supposément représentatives, qui passent par les élections législatives de députés qui sont censés porter la parole du peuple, et ainsi de suite, n'est plus fonctionnelle. Parce que le contrôle sur les médias par les classes dominantes est trop important. Parce que la possibilité de se présenter pour un quelconque citoyen, une force citoyenne, est impossible. Les Gilets jaunes, combien de soutien à la population? À un moment, 80%. Combien de personnes mobilisées? Des centaines de milliers. Combien d'élus? 0. Quand vous avez une situation dans laquelle la corruption se généralise de telle façon que le niveau s'est abaissé et qu'il n'y a plus de possibilité d'influencer les décisions politiques. Par exemple, avec les manifestations sur les retraites, eh bien, à un moment donné, le peuple cherche à retrouver son pouvoir. Et il le cherche à le retrouver, non pas par des moyens qui sont ceux du système, mais en contournant. Et c'est une menace que devraient prendre en compte nos dirigeants. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Coup d'État, manuel insurrectionnel » dans lequel nous avions parlé, que j'incite à lire pour comprendre en fait comment un mouvement révolutionnaire, comme aurait pu l'être celui des Gilets jaunes, pour arriver à son terme, doit produire d'une façon ou d'une autre un coup d'État. Et comment en fait, à un moment donné, on va nous laisser dans une situation où l'alternative sera peut-être difficile à envisager. Alors justement, après avoir parlé de l'Afrique, j'aimerais qu'on revienne cette fois à la situation en France. J'aimerais tout d'abord avoir un petit peu votre réaction. Ce sont des propos d'ailleurs que vous avez tenus. C'était sur l'existence d'une, je cite, ségrégation en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendiez par ce terme et ce sujet? J'étais enseignant dans le secondaire comme prof remplaçant à 2 reprises à Saint-Ouen et à Thiers. J'ai beaucoup travaillé dans des associations dans les banlieues, à Corbeil-Essonnes, à Clichy-sous-Bois, etc. Je me suis présenté à Clichy-sous-Bois en 2017. Et j'ai été élevé et j'ai grandi dans le 5e et 6e arrondissement de Paris. Je peux vous dire que désolé si je vais choquer les âmes sensibles, mais le nombre de personnes de couleur dans un quartier et dans l'autre à quelques kilomètres de distance, on passe de l'infinitésimal à la quasi-intégralité d'une population scolaire au sein d'un établissement scolaire. Et donc, à partir de là, il y a de facto, dans les faits, une séparation ethnique dans notre pays, très importante, avec une très maigre porosité de la part d'un certain nombre de classes dominantes à l'égard des populations qui sont arrivées et qui sont aujourd'hui à la 3e, 4e génération d'immigration. Donc on est bien au-delà d'une question de possibilité d'intégration ou pas, c'est-à-dire qu'il y a une homogénéisation qui s'est mise en place dans ce sens-là. Ça crée des mondes qui vivent en parallèle. Là, je vous parle de l'hypercentre parisien et de la Grande Couronne, c'est-à-dire pour prendre un contraste. Mais on pourrait en parler aussi de façon très différente dans un certain nombre de villes
du reste de la France, dans les régions, avec un rapport différencié entre les régions de campagne, enfin même entre, bon, qu'importe, on pourrait développer là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de facto, il y a en fait des populations qui se regardent en miroir. Et ce que j'ai dit d'ailleurs dans cet entretien, c'était tout simplement, si vous regardez l'entretien, c'est assez clair, tout le monde est d'accord sur ce constat, sauf ceux qui sont complètement aveugles parce qu'ils vivent dans leur quartier du 5e arrondissement, ils voient même pas qu'il y a cette situation. La divergence et la profonde ligne de césure politique en France, c'est sur l'interprétation de ce constat et qu'est-ce qu'on en fait. Il y a ceux qui considèrent que ça crée une sorte de crise civilisationnelle avec une absolue impossibilité d'intégration de ces populations pour des raisons qui sont soit racistes, soit culturelles, soit religieuses. Enfin, il y a des faisceaux d'interprétations diverses au sein de ces familles politiques. Il y en a d'autres au contraire qui sont dans l'extrême inverse, qui consistent à dire il n'y a aucune difficulté, il faut juste mettre plus de moyens, ça va se régler tout seul. Et donc, dans cette dualité-là, il y a aujourd'hui ce qui empoisonne, à mon sens, le débat politique en France, une incapacité à échanger et souvent. Et c'est pour ça que j'ai fait cet entretien. Souvent, on prétend qu'il y a une différence de constat. Mais je ne pense pas qu'il y ait une différence de constat. Je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui sur l'existence de cette forme de ségrégation. Quand vous allez dans un restaurant, vous allez avoir dans les restaurants chics. Encore une fois, je parle de l'expérience que l'on peut vivre dans les quartiers les plus favorisés. Vous allez avoir des gens d'origine bangladeshi ou ouest-africaine qui vont être aux cuisines, qui vont être les employés invisibles, et vous allez avoir des serveurs qui vont être, eux, d'apparence caucasienne, qui vont être à disposition. Cette invisibilisation, en fait, d'exploitation qui sont communes, parce que leurs conditions de vie sont pas fondamentalement différentes entre le serveur et celui qui est aux cuisines. Il y a une différence de degré, mais qui est très faible, va créer une désolidarisation entre ces classes populaires qui sont en fait jointes. C'est-à-dire que comme ils vivent de façon différenciée dans des espaces différents, ils vont pas se rendre compte qu'ils ont des intérêts communs et qu'ils auraient intérêt à se mobiliser de façon commune parce qu'ils n'ont pas, justement, pour revenir sur cette phrase de Günther Anders, sur cette idée des mondes, des hommes sans monde, c'est-à-dire, en fait, c'est pas seulement une question matérielle, c'est là où les marxistes commettent une erreur très importante, c'est pas seulement la question du contrôle sur les moyens de production. C'est aussi quelque chose de plus extensif qui est les conditions d'existence. Quand vous avez des conditions d'existence qui sont très différentes parce que vous habitez dans une banlieue parisienne de type Clichy-sous-Bois, alors que vous êtes, plutôt que d'être un employé précaire dans la petite couronne parisienne, notre différence qui va notamment s'expliquer du fait de votre ethnicité, des réseaux que vous allez en tenir et ainsi de suite. Eh bien, vous allez penser que vous êtes différent en termes de conditions sociales et potentiellement que vous êtes opposés. Or, du coup, l'impossibilité de peser ensemble pour produire des changements va amener aux dérives et à l'effondrement où vous allez avoir de façon successive les manifestations pour les retraites, puis les mobilisations /pillage /émeute sur Naël. Vous n'allez pas du tout avoir de coagulation, vous n'allez pas avoir de pensée commune et vous n'allez pas avoir d'effectivité de lutte. Et vous allez en fait avoir du coup des dérives anomiques avec des mouvements d'opportunité qui visent à s'utiliser ces mouvements pour en l'occurrence se faire un magasin ou ainsi de suite. Alors justement, on connaît aussi votre position et vos critiques à l'égard de la police. Enfin, vous l'avez rappelé par la situation en tout cas. Ça, c'est très important. Ouais. J'ai toujours parlé, alors c'est très important surtout, et je tiens vraiment à ce que ce soit dit, de violence politique. Et justement, j'ai toujours dit aux pensées progressistes, faites attention, la violence policière, c'est la marge. C'est l'anomie par rapport au phénomène qui est grave, qui est la violence politique, c'est-à-dire celle qui est ordonnée. Les gilets jaunes, c'était pas des violences policières. C'est pas les policiers qui sont devenus fous, qui ont décidé de frapper leurs frères, leurs cousins, parce que ça leur faisait plaisir. Non, c'est le pouvoir qui a décidé d'utiliser ces hommes qui avaient pourtant une condition sociale très similaire à ceux qui se mobilisaient pour faire frontière et pour protéger leurs intérêts contre ceux du peuple. Il faut être très attentif à ça. Qu'est-ce que vous pensez justement de la déclaration du réalisateur Ladjilili ? Je ne sais pas si vous avez suivi ce qu'il a dit. Il a dit que la police, je cite, a carte blanche pour tuer des jeunes de banlieue sans jamais être condamnés. Il faut faire très très attention sur ces sujets qui sont particulièrement sensibles et surtout pas les instrumentaliser. Il y a une impunité organisée au sein de la magistrature sur les violences policières. De façon générale, pour une raison très simple, les magistrats dépendent des policiers pour mener leurs enquêtes et la plupart de ces violences policières sont sinon autorisées, du moins incitées par le pouvoir politique. Je vais en parler des Gilets jaunes, j'en parle en connaissance des causes. J'ai encore aujourd'hui, 4 ans après les faits, des clients... Attendez, je finis. Oui, j'arrive. Mais qui ont été éborgnés et dont il est impossible d'identifier qui a tiré, pour un réflexe qui presque est compréhensible, c'est-à-dire l'unité où le mec qui a tiré son flashball, le policier qui a tiré son flashball, ne veut pas dénoncer
celui qui l'a fait. Pourquoi? Parce que on leur a demandé de le faire. Donc ils se disent pourquoi lui payerait et risquerait 10 ans de prison, puis sa carrière, ainsi de suite, alors que c'était un mouvement collectif qui était désigné par l'autorité. Pourquoi nous on payerait à la place du politique? Et là, il y a un problème de stratégie de la part de ces gens de gauche comme Ari Halimi et ainsi de suite, qui décident de s'attaquer à ce problème en attaquant les policiers plutôt qu'en allant chercher les responsabilités politiques et hiérarchiques. De ça. Non, je pense que c'est une erreur. C'est une énorme erreur. Et moi, j'ai fini par le faire à certains moments parce que parfois, c'est notre seule porte d'entrée. C'est-à-dire qu'on doit commencer par là. Par exemple, Maxime Nicole, qui se fait arrêter arbitrairement le 14 juillet. On porte plainte. On sait que c'est l'Allemand et Castaner parce qu'ils ont fait des déclarations publiques. Mais là, David, l'aviateur, qui s'est fait arrêter arbitrairement avec un mésusage de la police. La seule façon pour nous... On rappelle ce qui se concerne cet aviateur, donc il a mis une banderole. La banderole avec son avion a fait la destitution pendant des semaines qui a tourné en France, et donc ils ont commencé à le persécuter, à le fouiller, à le filer et à le suivre partout où il allait. Donc à un moment, il va faire une manifestation avec 2 amis sur le Champ de Mars, et là il y a 3 camions de CRS qui débarquent, qui se fait arrêter. Mais aujourd'hui, en France, le droit est très clair. La Cour de cassation l'a rappelé. Vous pouvez organiser une manifestation sans la déclarer. Ils étaient 3 par ailleurs. La menace de trouble à l'ordre public était inexistante, qui serait un facteur éventuellement d'interdiction de manifestation. Ils ne pouvaient pas l'interdire. Ils étaient 3, un dimanche matin à 9h sur Champ de Mars. Je remercie d'ailleurs de m'avoir fait lever à 9h du mat pour le sortir du comico. Mais enfin, vous voyez, c'est pas une menace. Par contre, c'est un pouvoir qui, dans son excès et son abus, et l'excès de zèle des personnes qui en font respecter les consignes, se retrouvent dans une situation ridicule. Ridicule. Quand il y a 3 personnes avec une petite banderole sur le Champ de Mars, alors que nos amis bourgeois du 7e arrondissement ne nous ont même pas encore réveillés pour aller faire leur brunch sur les pelouses. C'est du 6e leçon, vous réveillez. Donc, non, moi on me réveille, justement. Donc on se retrouve dans une situation où ce ridicule permet, évidemment, de contre-attaquer. On en rit. Comme quand j'ai défendu la femme qui avait été arrêtée et placée en garde à vue parce qu'elle avait traité d'ordure Emmanuel Macron sur Facebook. On est soulagé de pouvoir utiliser ça pour faire contrepoids au pouvoir. Mais c'est quand même inquiétant de se dire que ça arrive et imaginer le nombre de situations comme celle-ci qu'on voit pas passer parce que les personnes ne sont pas suffisamment organisées, n'ont pas façon de faire connaître leur situation ou parce qu'elles se sentent intimidées. Et elles ont honte parce qu'elles sont faites arrêter, ce qui est très violent, placées en garde à vue dans des cellules qui en général sont dans un état catastrophique, aux côtés de personnes qui ont commis, elles, des délits et des crimes sérieux et qui finissent par se dire, bon bah j'arrête là, ça suffit. Donc cet individu, pourquoi est-ce que je vous en parle de cette arrestation? On n'a pas de déclaration publique des autorités. C'est-à-dire, cette fois, il n'y a pas Darmanin qui a fanfaronné dans la presse pour dire voilà. Et donc, la seule façon pour nous d'identifier les responsables de cette arrestation arbitraire, ce qui est un délit, c'est d'aller chercher ce qu'on connaît, c'est-à-dire celui, l'OPJ, qui a fait cette convocation. Ça me fait pas plaisir de poursuivre pénalement un OPJ qui a fait ça, évidemment, pas pour son bon plaisir, mais pour obéir à sa hiérarchie. Mais pour moi, c'est la seule façon, d'une part, de remonter, d'obtenir l'ouverture d'une instruction qui va me permettre de remonter responsabilité. Ça va me prendre 4 ou 5 ans. C'est aussi prendre conscience de l'épuisement auquel on essaie de vous soumettre lorsque vous tentez d'aller contre le pouvoir. Mais ça va être nécessaire aussi pour une autre chose, pour envoyer un signal et pour rappeler à nos forces de l'ordre, mais aussi à nos magistrats, que se laisser instrumentaliser, ça peut être un délit et ça peut détruire leur carrière. Et donc les inciter à résister aux ordres illégaux, les inciter à résister à leur manipulation par l'autorité politique et à se refuser à entraver la liberté d'expression et le libre exercice des droits fondamentaux de nos citoyens. Et on est dans une situation où malheureusement les syndicats policiers ne font pas ce travail. Les syndicats policiers sont dans une cogestion avec le ministère de l'Intérieur qui, pour moi, est fondamentalement corrompue et corruptrice. Et donc, à partir de là, ils ne protègent pas, si ce n'est de façon excessive, c'est-à-dire si ce n'est de façon caricaturale, en s'aliénant du coup une partie de l'opinion publique. Et donc, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette dynamique-là. Et ça produit des erreurs à la fois à gauche, à la droite, et ça expose en fait les forces de l'ordre qui, par ailleurs, n'ont pas assez de formation, ils ont réduit leur temps de formation, exercent dans des conditions qui sont vraiment catastrophiques, enfin dans des commissariats qui sont dans des états, on le voit en tant qu'avocat, parce qu'en fait on est dans les mêmes endroits qu'eux au quotidien, et qui souvent en fait voient récompenser ceux qui acceptent ces formes de corruption, ceux qui acceptent la compromission avec le pouvoir, et donc une dégradation de la qualité des forces de l'ordre qui elle-même amène à des violences, et qui amène du coup à cet accroissement
de la confrontation avec une partie de la population. Alors justement, on en a un peu parlé, enfin on l'a évoqué il y a quelques instants, le sujet des émeutes du début de l'été en France. J'aimerais vous demander à présent votre lecture politique de cet événement qui s'est passé, donc, on le rappelle, donc au début de l'été. Quel regard vous portez sur la réaction du gouvernement? Première question. Et deuxième question, peut-être la plus importante, comment est-ce que vous avez réagi, Juan Branco, à la cagnotte en faveur de ce policier qui a tué le jeune Naël, une cagnotte qui avait été lancée, on le rappelle, par Jean Messia, que nous avions d'ailleurs reçu ici. Comme je l'ai dit, j'ai été l'avocat de Christophe Détinger. Je suis l'avocat de Christophe Détinger, qui était ce gilet jaune boxeur qui a été condamné à de la prison pour avoir dégagé à main nue, pour s'être confronté à des gendarmes en l'occurrence, et pour lequel une cagnotte de soutien avait été créée parce que tout le monde savait qu'il était, pardonnez-moi la vulgarité, mal barré, et que les conséquences allaient être très lourdes pour sa vie. Elles l'ont été. Sa vie a été complètement détruite. Cette cagnotte avait atteint 150 000 € en 48 heures. Ça avait amené le gouvernement à des cris d'orfraie extraordinaires sur le fait que c'était une façon de soutenir la violence, et ainsi de suite, et donc ils étaient intervenus pour la faire interdire. La Cour d'appel de Paris, dans une décision en septembre, là il y a quelques semaines, a confirmé l'annulation de la cagnotte au motif qu'elle, monétisait les violences volontaires. Je reprenais les termes exacts de la décision de la Cour d'appel. Comment, dans un pays, vous pouvez expliquer de façon cohérente que vous avez une cagnotte qui a atteint 1,5 million d'euros pour soutenir un policier qui a tué un individu, quelles que soient les circonstances, et tout ça, ça sera la justice qui tranchera, et dans le même temps, considérer que cette autre cagnotte, qui visait à permettre à cet homme qui a en effet, lui aussi, en tout cas lui a commis un délit, a été condamné pour, mais du coup a demandé pardon tout de suite, et ainsi de suite, soit annulé. Comment est-ce que vous expliquez cette dissonance absolue, si ce n'est du fait d'une politisation de l'appareil judiciaire, elle-même poussée par le gouvernement, qui avait trop peur d'un côté de se mettre à dos une partie de l'opinion, et qui de l'autre, en ce qui concerne les Gilets jaunes, savait qu'elle était perdue, et donc qu'il fallait utiliser la manière forte pour les écraser.